Bienvenue à toutes et tous. Je vous propose de commencer par un petit tour de table. Sonia, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter votre activité et votre rapport au cinéma asiatique, tant personnel que professionnel? Donc Sonia Latouille, je suis directrice générale adjointe de Media One Thematics et à la tête d'un service de streaming qui s'appelle Insomnia, donc qui est 100% horreur, séries, films, documentaires, courts-métrages. Et donc on sélectionne beaucoup de films et de contenus autour du genre, et on a une passion pour le genre asiatique. Donc on se contente, nous, de sélectionner, d'acheter des droits, de préacheter, et on est assez actif dans le domaine. Merci beaucoup. Angèle Delorme, vous avez le statut de productrice. Donc c'est trois approches différentes du soutien justement aux cinématographies asiatiques. Vous, c'est sur un territoire en particulier. Bonjour, moi je m'appelle Angèle Delorme, je suis productrice, j'ai fondé ma société Panorama il y a quelques années. Et en fait, j'ai fondé ma société à l'origine pour soutenir des cinéastes birmans. J'ai eu la chance de vivre en Birmanie juste avant que le pays sombre dans la dictature militaire en 2021. J'y ai passé 5 ans et j'étais directrice de production, je produisais des séries locales, des séries de zombies, je travaillais sur des projets de contenu birman. Et quand je suis partie du pays, en fait, j'avais eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes cinéastes indépendants qui étaient complètement coincés, avec une censure quasi totale, aucun financement évidemment existant, aucun financement public, aucune aide d'État. Et en fait, j'ai eu envie de ramener leurs histoires et de leur permettre, comme je pouvais, de raconter leurs récits. Et je me suis mise à produire des jeunes cinéastes birmans. Et en fait, du coup, je me suis progressivement intéressée au cinéma des pays alentours, à Asie du Sud-Est, Asie. Et voilà, je viens de produire mon premier long métrage du réalisateur japonais Akio Fujimoto, qui est une coproduction avec la Malaisie et qui est en lien avec la Birmanie, puisque c'est l'histoire de deux jeunes enfants Rohingyas, une minorité musulmane persécutée qui vient de Birmanie. Et voilà, donc je continue de maintenir un lien proche avec le pays, les histoires de ce pays, tout en travaillant avec maintenant des nouveaux réalisateurs qui viennent d'autres régions. Et avant le coup d'État, à tous vos débuts, vous étiez directrice de production, plus ou moins sur le terrain, avec notamment du punk birman. J'ai commencé par faire des clips avec des punks en Birmanie et des rockers qui étaient en fait très politiques, très engagés. Donc ma rencontre avec une forme audiovisuelle engagée commence dans le monde du clip. Et en fait, c'est à travers ce monde un peu underground birman que j'ai rencontré des cinéastes qui travaillaient de manière complètement clandestine. On s'est passé leur rush, leur footage par la Thaïlande, par la frontière, par la jungle. Voilà, c'était tout un travail en plus d'un accompagnement cinématographique et de production. C'était aussi un travail de protection. Voilà, il y a toujours ce rôle quand on est producteur et qu'on travaille sur des projets sensibles avec des gens qui risquent leur vie en faisant du cinéma, de s'assurer de ne pas les mettre en danger et que leurs films ne les mettent pas en danger. Donc je travaille avec beaucoup de réalisateurs qui ne signent pas leur nom, hélas, souvent de manière anonyme. Donc dans les festivals, ils ne peuvent pas être présents, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas quitter le territoire. Donc voilà, c'est des situations assez complexes, très différentes. Donc je me suis habituée à accompagner ce genre de cinéma-là. C'est celui-là que je connais le mieux. Vous aviez aussi une activité de production, notamment à travers des documentaires, dont un film du journaliste, documentariste Yves Montmeyer, voilà, sur les fantômes chinois et hongkongais. Si vous pouvez nous en dire quelques mots aussi. Exactement. Alors, nous, comme je disais, en tant que diffuseur, on est un service de streaming, mais on propose surtout le contenu. On essaye, on va chercher des contenus, donc toujours autour du monde asiatique, et surtout d'essayer de trouver des choses qui expriment la narrative, l'esthétique, le monde un petit peu de la frayeur, de la peur dans d'autres pays. Et on a travaillé sur ce documentaire avec Yves Mayer,
qui s'appelle Ingo Street Trust. Et en fait, ça parle du monde des fantômes dans le cinéma asiatique, hongkongais, taïwanais, où on voit un petit peu quels sont justement les thèmes qui sont abordés, quelles sont les choses qui font peur à d'autres peuples. Et c'était intéressant de montrer en fait la différence, même s'il y a beaucoup de choses communes en réalité, quand on parle de la Chine, du Japon, de la Corée, ou même d'autres pays avec les nouveaux émergents qui peuvent être les Vietnamiens maintenant, ou les Thaïs. On voit encore une fois une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de raconter des histoires, toujours avec un thème commun autour de la peur, autour de la frayeur. Et c'est passionnant et c'est aussi intéressant de voir la diversité qu'on peut apporter. Après, c'est quand même, ça reste des films qui sont très niches, qui en réalité, sur un territoire comme la France, n'ont pas des possibilités vraiment d'exister. Donc nous, pour essayer vraiment de les présenter, pour justement enrichir notre offre, on a recours à des achats de fenêtres auprès des distributeurs qui apportent ces films, parfois des films qui sont sortis en salle, parfois malheureusement qui n'ont pas le pouvoir compte tenu de la situation actuelle dans le monde du cinéma. Donc ou bien on va directement s'adresser à ces distributeurs dans les marchés asiatiques où on va repérer ces films, on les regarde et on voit ce qu'on peut apporter. Merci. Et enfin, Aurélien Dirler, pour vous présenter le CNC, une institution qui a été très applaudie pendant toutes les séances avant les films. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre activité, surtout depuis ces derniers mois? Oui. Alors, moi je travaille à la direction des affaires européennes et internationales du CNC. Et au sein de cette direction, je dirige le département qui s'occupe plus particulièrement de ce qu'on appelle la coopération internationale, c'est-à-dire en fait, toutes les relations bilatérales avec tous les pays à travers le monde. Donc le CNC voilà, existe depuis, fête ses 80 ans cette année, donc voilà, c'est un modèle qui est ancien, éprouvé, considéré, qui inspire parce qu'il est vertueux, qui est très critiqué aussi, et voilà, et donc du coup qui peut être fragilisé. Mais néanmoins, c'est un modèle qui, voilà, qui partage son expertise à travers le monde. Et surtout, c'est un modèle au cœur duquel il y a vraiment cette notion en fait, de diversité. Donc en fait, le lien avec l'international, il est naturel, il est nécessaire parce qu'en fait, il y a vraiment l'idée d'aller travailler à rapprocher en fait, des talents du monde entier et voir comment est-ce qu'on peut contribuer à maintenir voilà, ce sens de diversité, de récits différents, raconter, voilà, éviter une trop grande uniformité. Et en fait, c'est un peu l'idée qu'on ne peut pas accepter qu'il n'y ait qu'un seul type de récit raconté d'une seule manière. Donc voilà, ça, après, c'est une petite partie de l'aspect coopération qui peut concerner, je sais pas, sur la Birmanie par exemple, alors c'est plus le cas aujourd'hui compte tenu de la guerre, mais toutes les questions de comment est-ce qu'on préserve le patrimoine cinématographique, voilà, il y a un spectre extrêmement large de cette coopération. Mais le sujet principal finalement, et c'est là où ça reboucle avec le sujet ici, c'est vraiment la coproduction. C'est en fait comment est-ce qu'on fait travailler à la fois des producteurs, des réalisateurs, des talents, des techniciens français et étrangers, de manière à voilà, faire émerger des récits qui puissent circuler, voyager et voilà, être vus à travers le monde. Et moi, mon lien avec l'Asie, juste pour voilà, la partie plus personnelle, j'ai rejoint le CNC il y a 1 an et demi, mais j'ai passé pas mal de temps en Asie, j'ai travaillé 4 ans à Hong Kong, j'ai travaillé 8 ans à Taïwan, 4 ans pour la France, pour le ministère des Affaires étrangères en tant qu'attaché audiovisuel, donc je m'occupe en fait de la promotion du cinéma et des industries culturelles à Taïwan. Et au bout de 4 ans, j'ai rejoint donc, le ministère de la Culture taïwanais en tant que conseiller auprès de l'agence nouvellement lancée qui s'appelle Taika et qui est en gros l'équivalent du CNC à Taïwan. C'est après qu'elle couvre une douzaine d'industries culturelles et créatives. Et donc à mon retour de Taïwan, j'ai rejoint le CNC, voilà, toujours sur des questions d'international. Très bien.
Justement, vous évoquez cette structure à Taïwan. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de soutien à la création prédominants qui vous viendraient en tête sur le territoire asiatique? Alors, pas tout comparé au CNC, mais justement d'aide à la création. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est forcément le travail qui a été mené en Corée du Sud, particulièrement à la fin des années 90, et puis après, avec l'arrivée au ministère de la Culture du cinéaste Lee Chang-dong, qui a beaucoup lutté justement pour préserver ce modèle-là et lutter contre les ingérences américaines qui essayaient vraiment de fermer ça. Est-ce que cet exemple-là, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? C'en est où? C'est un peu en perte de vitesse selon les cinéastes en ce moment. La Corée, c'est un sujet passionnant. Bon, là, on est vraiment face, c'est pas les seuls, mais face à une situation qui est complètement critique. Le président sud-coréen, il y a quelques jours, le disait lui-même dans une allocution que le cinéma, les industries culturelles et créatives coréennes sont au bord du précipice. Bon, je pense qu'il parlait surtout du cinéma, parce qu'il y a une base de la fréquentation qui est catastrophique. Et à partir de là, quand le public ne vient plus en salle, forcément c'est plus difficile de prendre des risques, c'est plus difficile de financer la création. Si la création ne se renouvelle pas, le public ne va pas revenir en salle, évidemment. La Corée, c'est un partenaire important du CNC, parce que c'est déjà une puissance énorme pour les ICC. Ce qu'on appelle les ICC, c'est donc les industries culturelles et créatives. C'est un très grand pays de cinéma, avec une très belle histoire, une histoire longue et voilà, est faite de très très grands cinéastes. Et c'est l'un des rares pays qui a cherché pour son système de financement à s'inspirer justement du CNC, et qui, pour certains de ses dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, voilà, a vraiment travaillé à appliquer le modèle français. Après, c'est un pays qui est extrêmement proche des États-Unis, et qui effectivement, et ça c'est très très dommage pour eux, a subi des pressions absolument énormes, et ça on n'en parle pas du tout, mais voilà, il y a des pressions qui s'exercent pas forcément sur nous, bien qu'encore mais voilà, des pressions énormes pour limiter les quotas, pour voilà, qu'en fait l'accès aux films américains soit aussi facilité que possible, et en tout cas pas contraint. Donc ça c'est jamais très bon, parce qu'en fait ça encourage pas vraiment la diversité, du coup ça conduit à une uniformisation, ça peut conduire dans des moments de creux, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, enfin il y a quand même vraiment un creux, une sorte de manque d'inspiration, et bien, ça conduit à une lassitude des spectateurs, et qui ne sont pas habitués à voir d'autres choses, qui du coup ne réclament pas d'autres choses. Voilà, c'est quelque chose qui est assez dramatique. Mais ça m'amène aussi à détailler quelque chose qui est hyper important, c'est qu'en fait, il y a plein de modèles, mais en fait, le modèle français, notre coopération, évidemment, quand on trouve des pays qui sont vraiment alignés en termes de principes, de maintenir la créativité, de faire vivre en fait des voies nouvelles, de les faire émerger, de les accompagner. Évidemment, l'idée, c'est qu'on signe ce qu'on appelle un accord de coproduction, qui va faire que quand on fait un film avec ce pays, et bien en fait, mettons que ce soit voilà, un film franco-coréen, la partie coréenne a accès aux aides françaises, et la partie française a accès aux aides coréennes. Néanmoins, ce principe, il est contraint, il y a des contraintes. En fait, il impose déjà qu'il y ait quand même une réciprocité. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des aides similaires à celles qu'on a en France. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a très très peu de pays dans le monde qui ont des aides similaires en fait, à celles qu'on a nous ici en France. Et l'autre contrainte, c'est qu'on attend de ces pays qu'ils n'aient pas pris d'engagement, enfin qu'ils aient pris des dispositions justement auprès de l'OMC pour faire sortir la culture en fait des règles de l'OMC. Et ça, c'est là aussi très compliqué, parce qu'évidemment, il y a des pressions énormes qui s'exercent sur ces pays lors des négociations. Mais pour nous, c'est vraiment un prérequis. Le principe de base du CNC, et en fait du modèle français, c'est dire que, et d'ailleurs au-delà de ça, de la culture en France, c'est dire que la culture, c'est pas une marchandise comme les autres. Et ça, en fait, pour que nous, on ait un accord avec d'autres pays, il faut qu'eux aient pris voilà, ces mêmes dispositions. Donc par exemple, voilà, la Corée, ça contraint un peu, pour d'autres raisons aussi, parce que finalement, la Corée, c'est aussi un système de... Enfin, c'est des conglomérats, c'est des très grandes entreprises qui financent la création. Donc finalement, c'est très différent de notre modèle à nous, et c'est un modèle qui est assez similaire au système des studios américains. Donc là, et avec la Corée et comme avec d'autres pays, l'idée c'est de trouver des enjeux communs. Là, l'enjeu aujourd'hui, c'est la salle. Il y a eu moins 40% de fréquentation dans les salles coréennes. C'est effectivement très très alarmant. Donc là, évidemment, avec nos partenaires coréens avec qui on parle
pour le coup quasiment toutes les semaines, on va travailler certainement sur le sujet de la salle, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des publics, qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, accompagner des jeunes cinéastes qui aujourd'hui sont plus accompagnés comme ils l'étaient en Corée, et travailler ensemble, et ça passe par la coproduction et tous les dispositifs qu'on peut imaginer. Et je prends un autre, juste pour conclure sur ce point, une autre puissance dans la région qui est le Japon. Ça pourrait sembler naturel, mais en fait, il y a une vraie ligne rouge. C'est-à-dire qu'en fait, le Japon, évidemment, il y a un respect mutuel qui est extrêmement fort. Enfin, je pense qu'on a un respect, on a une admiration sans limite pour les cinéastes japonais, que ce soit pour le cinéma de fiction, documentaire, pour l'animation, il y a toutes les industries culturelles et créatives. Mais en fait, eux, pour le coup, c'est complètement libéralisé. Il n'y a aucune aide, etc. Donc là, on ne peut pas dire qu'on soit sur un terrain ami, parce qu'en termes de valeur, en fait, on n'a pas d'interlocuteur avec lesquels travailler et on n'est pas aligné. On ne peut pas parler de subventions aux Japonais. Enfin, pour eux, en fait, on est complètement fou l'idée, moi, quand je rencontre des producteurs ou des studios japonais et qu'on leur dit qu'en fait, il y a des aides à toutes les étapes de la production en animation, ils trouvent, déjà ils sont surpris, et certains disent, mais en fait, pourquoi on file de l'argent, ils devraient être contents, les animateurs devraient être contents d'avoir du travail. Il y a pas... Donc voilà, et Taïwan, je ne vais pas rentrer dans l'état là, mais c'est un peu un entre-deux, et il y avait une volonté de structurer les choses, et nous on a senti qu'il y avait une possibilité de les accompagner, et c'est ce qu'on a fait. Voilà. On pourra en parler plus tard. Pardon. J'étais si long. Sonia, vous vouliez rebondir? Non, je voulais juste ajouter sur la Corée deux choses. La COCA et la COTRA sont deux organismes qui aident, mais absolument pas du tout sur le même modèle qu'on peut trouver en France, mais ils aident beaucoup. Et l'autre sujet en Corée du Sud, c'est l'émergence des séries qui sont beaucoup plus importantes, qui font beaucoup plus de bruit, très quali ou pas, mais qui aujourd'hui ont un petit peu changé les habitudes de consommation des Coréens, mais aussi on le voit dans le monde entier. Donc ça reste un problème. Pour rebondir aussi sur Taïwan, je pense que ça reste effectivement, je pense que ça c'est un petit peu... ça a été réduit ces dernières années. Ils avaient là aussi une volonté de coproduire, de faire des choses avec d'autres pays. Après, sur le thème de la coproduction, il ne faut pas non plus être naïf, il faut que l'histoire s'y prête. On ne peut pas mettre un Coréen, un Français et essayer d'écrire une histoire. Il faut quand même que la coproduction parte d'un récit qui soit très fort et qui, dès le début, réunissent les deux pays. Parce qu'on a vu des choses qui ont été un petit peu faites, écrites un petit peu artificiellement, et on voit bien que ça ne marche pas. Mais il y a certainement de très belles histoires, des choses à faire pour unir ces deux récits, ces narratifs, ces esthétiques, pour arriver à des belles choses. En tout cas, nous, on y reste très très ouverts. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, mais c'est vrai qu'en termes de coproduction, moi je pense à des cinéastes japonais comme Kyoshi Kurosawa ou Hirokazu Koreeda, je sais que je travaille la prononciation japonaise, c'est pas compliqué, c'est un peu dur, qui sont venus vers des films en France, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui semble un peu perdu dans la traduction, en fait, dans cette production. Ils perdent un petit peu de leur singularité, et je ne sais pas si ça vous fait ça. Ou... Non, moi ça me parle beaucoup. Tout ce que j'ai pu voir, alors c'est plus que des films, j'ai pu l'observer aussi dans les séries. Quand l'histoire ne part pas de quelque chose de vraiment naturellement franco-japonais, franco-coréen à voir, on sent bien que c'est des choses mises côte à côte et que la chose ne prend pas. Il y a une, bon, je parle de séries, du cinéma, mais il y a une série japonaise, Les Gouttes de Dieu, qui est un projet franco-japonais. Alors c'est une série, mais juste... C'est autour du vin, c'est ça? Exactement. Ouais. Qui est là justement un bel exemple où l'histoire, le récit initial, alors je ne sais pas si vous avez aimé ou pas, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'histoire initiale part sur une histoire franco-japonaise, et là, naturellement, je trouvais que ça marchait. Mais autrement, j'ai pas d'exemple en tête là, dans le monde du cinéma, mais vraiment, je pense que le récit initial doit partir de là. Juste par rapport à la coproduction, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a aussi parfois juste l'envie d'amener des récits
d'ailleurs sans essayer forcément de les lier à la France. Donc voilà, des récits qui peuvent être très universels, qui peuvent être, avec lesquels on peut connecter de manière très forte. Et l'importance dans ces moments-là du coproducteur français, c'est justement de préserver l'identité et de respecter absolument l'identité culturelle et voilà, la vision du réalisateur, de l'auteur et des initiateurs du projet. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du plus grand challenge quand on fait de la coproduction, c'est vraiment de préserver et de le faire jusqu'au bout, jusqu'à la finition. Et je pense qu'en France, et je pense que ça fait partie de cette exception culturelle, on a un public, même si ça restera du cinéma de niche, le public qui veut voir ce genre de film, veut voir un vrai film japonais ou un vrai film coréen, et on recherche la totalité de cette esthétique. De toute façon, voilà, les œuvres dont tu parlais, qui sont des œuvres finalement locales, mais accompagnées par des producteurs français, c'est pour ça qu'il y a un fonds donc, au CNC qui s'appelle l'Aide au cinéma du monde, et qui est un fonds en fait ouvert en réalité à tous les pays du monde, et qui va accompagner des projets d'initiatives étrangères, mais qui vont se faire voilà, en coproduction avec un producteur français. Donc c'est un peu différent que un film qui, l'autre pendant de l'international qui va être l'attractivité de faire venir des séries qui vont se tourner chez nous. Là, c'est vraiment pas du tout la même approche. Hein. On est vraiment, encore une fois, sur de la coproduction. L'idée de faire émerger des voix, de les accompagner. Et la coproduction, d'ailleurs, dans l'exemple de Taïwan, la manière dont on l'a poussé, au-delà de cette idée de faire émerger des auteurs et de les accompagner, c'est aussi la montée en compétences. C'est-à-dire qu'en fait, la coproduction, qu'elle se fasse avec un pays qui est en voie de structuration, avec des cinéastes tout juste émergents, ou avec un pays comme la Corée du Sud, où on a énormément de choses à apprendre, en fait, dans tous les cas, en fait, c'est mutuellement bénéfique. Et ça permet aussi, pour des pays qui justement cherchent à se structurer, une sorte d'accélération de la montée en compétence. C'est-à-dire que les Taïwanais, en fait, à un moment, on leur a dit, soit vous ouvrez des écoles, et bon, ça va être très compliqué, de toute façon, on ne peut pas faire un pass là-dessus, mais ça va prendre du temps, ça va être coûteux, ça va être beaucoup beaucoup d'attentes finalement pour voir les premiers résultats. Soit vous vous positionnez comme un partenaire de coproduction, donc avec un modèle, on ne vous demande pas de mettre en place un modèle français, mais juste de voir si on ne peut pas rapprocher et rendre compatibles finalement nos modèles et nos écosystèmes. Et l'idée, c'est que très rapidement, ça donne une légitimité, ça donne une visibilité sur la scène internationale. Je pense que Taika a été très rapidement visible. Il y a peu de pays qui ont été visibles de manière aussi rapide et aussi forte. Alors c'est certes, du coup, au début, plutôt des projets français qui vont se tourner à Taïwan, mais voilà, au contact des équipes locales et françaises, il y a vraiment des ponts, et ça c'est hyper important, parce que ce qu'on remarque aussi, au-delà de l'investissement en fait, sur un projet à un instant T, c'est que les liens qui se nouent entre ces producteurs et ces talents, mais aussi entre les techniciens entre eux, ça crée un réseau. Et c'est vraiment comme une toile d'araignée, et à partir de là, on va voir se mettre en place de manière rapide et accélérée de plus en plus de projets. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir que Taïwan, par exemple, sur le prochain film d'une cinéaste extrêmement talentueuse qui s'appelle Singing Chen, a eu les 2 cinémas du monde. Et voilà, et c'est vraiment la preuve que, en gros, quand on monte ce type de partenariat, c'est pas juste pour qu'il y ait un nouveau guichet de coproduction côté taïwanais qui, de fait, va bénéficier à la France parce qu'on est le premier pays de coproduction au monde, mais qu'il y a une réciprocité et qu'à terme, en fait, cette montée en compétences va permettre d'avoir l'aide au cinéma du monde parce que les projets vont être meilleurs, mais aussi d'orienter ces talents vers la France. Et voilà, et de leur faciliter cet accès. Et du coup, l'accès à ces financements, l'accès à ces professionnels, l'accès à un public qui est quand même le premier marché en Europe, l'accès aux exportateurs de films, qui est quand même un métier spécifiquement français et qui permet à des œuvres, pas seulement françaises mais internationales, de rayonner et de toucher des publics voilà, dans les salles du monde entier. Et voilà, et c'est vraiment voilà, créer une sorte de passerelle entre ces différents pays. Vous parliez justement des efforts qui sont mis sur le retour et l'attractivité de la salle.
pour avoir discuté avec quelques cinéastes émergents sud-coréens, c'est de plus en plus dur pour eux d'accéder à la production de leur premier long métrage. C'est même quasiment devenu impossible depuis la crise sanitaire avec le Covid. Et pendant cette même crise sanitaire, ils expliquent tous que les habitudes de visionnage se sont tournées vers les plateformes, en fait, qui ont été encouragées à ce moment-là. Et ils ont plus tendance à se replier vers ça. Et c'est vrai que sur, typiquement Netflix, on voit de plus en plus de cinéastes et de talents émergents coréens se tourner vers la série, vers là pour leur premier film. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, au quotidien ? Même là, je pense que c'est vraiment global, hein. En règle générale, même sur nos territoires, les séries ont pris vraiment le dessus depuis ces, je dirais, 5-6 dernières années. Et exactement ce que tu disais, François, beaucoup de premiers réals, de nouveaux réals vont produire leur premier film pour une plateforme parce que c'est encore les seuls à financer. Et j'étais il y a quelques temps à Busan où j'ai rencontré justement des jeunes talents pour voir un petit peu ce qu'ils avaient, ce qu'ils écrivaient. Ils me disaient que c'était devenu très très compliqué puisque maintenant il y a une forme de situation de monopole et donc c'est ou Netflix ou conditions Netflix ou doute, hein, je dis Netflix mais ça peut être d'autres streamers ou sinon les autres distributeurs salles habituels n'ont plus les moyens parce que les revenus n'y sont pas. Donc c'est quelque chose qu'on constate et on le voit bien et c'est triste, mais bon, c'est une réalité aujourd'hui. Il va falloir, je pense, composer avec. Je pense que les choses vont changer. On va financer ça différemment. Ce qu'il faut, c'est que la créativité reste, parce que sinon, Et pour rester sur une note toujours aussi positive, on est dans un moment politique mondial extrêmement compliqué, avec énormément de tournants autoritaires. Et dans ces virages autoritaires-là, la culture, le cinéma, c'est une des premières choses qui dégagent. Alors je sais que la Birmanie, c'est un cas un petit peu particulier, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous, ce que vous avez vécu sur place ? Vous me disiez qu'il y avait une nouvelle génération, quand on préparait cet avion, qu'il y avait une nouvelle génération de cinéastes qui émergeait, et avec le coup d'État... C'est un pays du coup qui subit un régime, une dictature depuis très longtemps. C'est début des années 60. Après l'empire colonial britannique, c'est un général qui prend le pouvoir. Et là, le film est complètement plongé dans une dictature qui l'enferme pendant près de 25 ans. Il y a eu un mini âge d'or du cinéma birman dans les années 50 qui a duré très peu de temps. C'était un des pays les plus influents de toute la région, avant Hong Kong, avant le Japon. Enfin, il y avait vraiment un cinéma très riche, ça a duré très peu de temps. Et voilà, une dictature qui dure jusque dans les années 2010, avec une transition démocratique à ce moment-là. Donc en fait, on est sur un pays qui n'a pas eu l'occasion de développer son cinéma, puisque les seules œuvres qui étaient faites, c'était des comédies, des mélodrames, les seules œuvres qui étaient tolérées par la junte militaire, avec vraiment une censure extrême. On efface tout l'héritage cinématographique, on détruit tout ce qui existe et on contrôle ce qui se produit. Donc c'est intéressant parce que ça fait partie du peu de pays de la région qui n'a pas beaucoup développé justement le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, qui n'est pas très apprécié des régimes militaires, parce que le chaos, la peur, c'est rarement des choses qu'on met en avant. Et donc du coup, c'est un pays qui est bridé complètement et qui a une espèce de nouvelle vague au début des années, en 2010, avec une deuxième vague de cinéastes birmans indépendants. Mais ça dure très peu de temps, puisqu'en fait, ils ont 10 ans à peine pour développer un cinéma un peu indépendant et le pays resombre. Donc en fait, aujourd'hui, les cinéastes birmans qui font du cinéma qui est un peu engagé, ou en tout cas qui sortent des comédies attendues, ne vivent plus en Birmanie, ou alors se cachent. Donc il y en a très peu, et en plus ils vivent en exil. Donc il y en a quelques-uns qui ont été accueillis en France, qui développent des films actuellement en France, qui sont soutenus, qui sont accueillis. Donc voilà, on est quelques producteurs à soutenir ces cinéastes.
Mais c'est très difficile parce qu'en fait, c'est un peu comme de partir de zéro. Il y a beaucoup de choses à reconstruire et en plus, on travaille avec des gens qui sont très blessés, qui doivent aussi se remettre de traumatismes personnels et qui mettent à risque leur famille en faisant du cinéma puisque leurs familles sont encore là-bas. Et que tout film birman qui sort aujourd'hui dans le monde, s'il n'a pas passé la censure avec un scénario approuvé par l'État, le cinéaste se fait arrêter automatiquement, ou alors sa famille. Donc en fait, c'est très facile de contrôler une population entière, et c'est assez effrayant de voir à quel point c'est un système efficace. En fait, la peur vraiment bride les gens, et on est face à un pays qui n'a pas raconté son histoire, qui ne peut pas raconter son histoire. Donc oui, les régimes totalitaires peuvent vraiment enfermer complètement l'information. Et c'est vraiment c'est effrayant. C'est ce que me disait aussi, on sort de l'Asie du coup là pour le coup, mais c'est ce que disait aussi Damien Rongna, le cinéaste argentin qui avait réalisé Whenever Lurks. Quand Javier Milei est arrivé au pouvoir, il avait un projet, le projet s'est arrêté. Voilà. Et c'est pas le cas de tous les cinéastes argentins, mais de beaucoup de cinéastes argentins. Et par curiosité, à quoi ressemblait la série de zombies Birman du coup? C'était pas mal. C'était intéressant parce qu'on tournait, donc il y a évidemment aussi beaucoup d'éléments de surnaturel en Birmanie, le karma, la réincarnation, les esprits, les nattes. Mais voilà, pour rebondir sur ce que disait Joko tout à l'heure, donc le surnaturel, c'est naturel en fait. Le pays est plus hanté par la violence de sa politique que par ses esprits qui sont tout à fait acceptés et qui sont accueillis, qui sont respectés. Donc voilà, nous on voulait... C'était une série c'était vraiment une série de zombies. Hein. Là, on est et on est allé le tourner dans un état birman bouddhiste, puisque la majorité de la Birmanie est bouddhiste, donc avec beaucoup de croyances. Et en fait, on n'avait pas le droit, on n'a pas eu les autorisations de filmer dans des vrais villages parce qu'ils avaient peur qu'on amène le mauvais œil, le mauvais augure. Donc on a dû tout recréer, on a dû recréer des villages entiers. Donc il y avait tout ce... Voilà, c'est intéressant, c'était ce rapport à la superstition. Et c'était tellement nouveau. Et du coup, il fallait réussir à convaincre des figurants de se déguiser en zombies et de leur assurer que ça n'allait pas réellement les transformer, les rattraper. C'était vraiment très drôle. On s'est beaucoup amusé. C'était une période un peu d'insouciance parce que voilà, il venait d'avoir le Aung San Suu Kyi venait d'être élu. Tout le monde croyait qu'il allait se passer des choses extraordinaires et en fait, les gens avaient envie de s'amuser, ils avaient envie de se marrer. Donc c'était pas un projet politique, c'était vraiment du cinéma de divertissement. Mais les gens étaient tellement heureux juste de pouvoir librement raconter quelque chose sans avoir à passer par la censure. Et voilà, et moi c'était hyper intéressant. Je travaillais avec des équipes birmanes et j'ai passé 2 mois dans la jungle avec une centaine de personnes à tourner que la nuit et à faire avec ce qu'on avait parce qu'il y avait très peu de moyens évidemment techniques. On avait fait venir quelques caméras de Thaïlande, enfin voilà. Mais le résultat était vachement bien, ça avait été diffusé sur Canal+ Birmanie, puisque Canal+ était installé en Birmanie. Et c'était une série de 24 épisodes, parce que là-bas, ils avaient fait des séries très longues. On peut la voir quelque part ou... Ça s'appelle Toxique. Si vous cherchez un peu, je pense que vous pouvez trouver. Ça se trouve, très bien. Ça se trouve. Aurélien, vers quel territoire asiatique vous travaillez en ce moment? L'Asie, c'est effectivement une priorité pour poursuivre un peu sur le contexte géopolitique, ce qui se passe notamment aux États-Unis, on l'observe, suscite en fait de l'envie dans des gouvernements étrangers avec lesquels on n'a pas forcément de lien, de rapprochement. Voilà, je pense que ça bascule un petit peu les alliances. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un sentiment des États-Unis. Je ne sais pas s'ils se détournent, mais en tout cas, il y a vraiment l'intérêt de voir s'il n'y a pas d'autres partenaires un petit peu plus fiables à trouver. Et en fait, une méfiance liée au caractère imprévisible et brutal, y compris sur nos industries. Il faut voir que là, la France et l'Europe sont attaquées. Alors, aussi à l'intérieur, via des amendements qui visent à plafonner
le budget du CNC, qui pour rappel ne coûte pas un centime aux contribuables et ne provient pas du budget de l'État, puisque c'est toujours bien de le rappeler. Faut le rappeler, le CNC, contrairement à ce que certains partis politiques disent, le CNC ne coûte pas 1 euro aux contribuables. C'est vraiment une agence autofinancée et qui en fait collecte des taxes selon le principe que les personnes qui bénéficient de l'exploitation des œuvres contribuent à la création de demain. Donc c'est vraiment sur les billets de cinéma, les fournisseurs d'accès à Internet, les plateformes qui contribuent à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Et ça, évidemment, les Américains le prennent très mal. Donc il y a une pression. Et donc ça, cette brutalité avec laquelle s'exerce cette pression sur nous, mais pas seulement, parce que d'autres pays cherchent aussi à s'inspirer. Voilà, nous, on impose à Netflix d'investir dans la création française et européenne. On impose des quotas de diffusion des œuvres françaises et européennes. Et évidemment, il y a plein de pays qui disent, ben oui, en fait, c'est logique. Et sauf que tous n'ont pas la taille et le poids politique de l'Union européenne. Et donc voilà. Donc ces pays cherchent des nouvelles alliances. Donc on est approché par le Vietnam, les Philippines, avec lesquels par ailleurs on a des liens depuis très longtemps. Et les priorités, pour répondre à la question, pardon pour ce détour, ça va être en ce moment donc la Corée toujours, c'est vraiment l'un des plus grands partenaires du CNC. Taïwan, même s'il y a vraiment, là ils prennent un virage qui nous inquiète un peu, parce qu'ils étaient vraiment sur un modèle de soutien à la création, vraiment très, très similaire en fait du modèle CNC, du modèle français, et ils s'en détournent au profit d'une approche très capitalistique, vraiment pur investissement, les opérateurs télécoms qui en fait ont vraiment autre chose à faire de leur vie que d'investir dans le cinéma. Mais voilà, donc sur un modèle en plus qui ne va pas marcher, contrairement au modèle en Corée. Enfin voilà, ils essaient de répliquer le modèle coréen, c'est pas du tout applicable. Mais bon, cela étant dit, ça a été pendant 4-5 ans un très très bon partenaire. Et là le Japon, donc c'est vraiment complètement nouveau parce que comme je disais, c'était vraiment, il y avait une ligne rouge, mais là en fait le Japon, il se passe un truc hyper intéressant, c'est qu'en fait leur population est très vieillissante, la nôtre aussi, mais la leur beaucoup plus. Et pour la première fois en fait sur l'animation, les revenus à l'exportation des œuvres ont été plus importants que sur le marché intérieur, sachant que quand même, pour préciser les choses, le Japon ne s'est jamais soucié du marché extérieur. Enfin, pour eux c'est une non-question. L'export japonais, tout ce qui est arrivé jusqu'à nous, hormis les cinéastes cofinancés vraiment avec la France, toute l'animation, c'est une exportation de fait qui n'était pas choisie, qui n'était pas particulièrement souhaité. Et aujourd'hui, donc, ils ont une vraie stratégie et pour ça, en fait, ils viennent vers d'internationalisation. Et là, nous, on est sur une approche qui est pas défensive, mais on va faire attention parce que l'idée, c'est pas qu'ils viennent prendre des parts de marché sur un secteur qui est par ailleurs assez sinistré, mais par contre on est convaincu, comme avec la Corée, comme avec plein d'autres pays, qu'on a énormément de choses à apprendre les uns des autres. Eux, ce qu'ils peuvent venir chercher, c'est des aides pour des créateurs qui, dans un système hyper capitalistique, laissent très peu de place en fait à la création originale et à l'artistique. Et nous, ce qu'on va trouver, c'est la puissance en fait de leur travail sur les IP en transmédia, le fait qu'ils imaginent un concept. Donc, IP, intellectual property, c'est les licences. C'est très difficile, ce serait une licence, ouais. On a beaucoup de mal à le traduire et en fait on s'est dit au CNC, on en parlait il y a 15 jours, que c'est assez cool en fait qu'on puisse pas le traduire parce qu'on laisse une sorte de flou qui nous permet en fait d'aller voir les gens. Et on a un sujet et nous en fait on amène des sujets desquels on veut parler qui sont pas forcément les sujets desquels les pays avec lesquels on en parle souhaitent parler. Par exemple, les questions de régulation et de financement de la création. Mais donc, le Japon a un talent et un savoir-faire. Et en animation, évidemment, ça va être surtout l'animation. Et l'Asie du Sud-Est, qui est c'est le sujet de cette table ronde, qui est vraiment une nouvelle priorité. Là, j'ai moins de choses, moins d'exemples, parce que c'est une priorité nouvelle, récente. L'Indonésie, donc Joko, mais pas que lui, c'est vraiment une priorité. Le président de la République s'est rendu en Indonésie là, il y a quelques mois. Le cinéma, c'est dans vraiment les priorités du gouvernement et la coopération de l'Indonésie, c'est tout en haut. Donc l'idée, c'est que 2026 soit vraiment une année Asie du Sud-Est pour le CNC. Alors, on continuera de bosser avec des dizaines d'autres pays en même temps, mais voilà, on déploie à la fois de l'expertise et on a pour
idée de mettre en place en fait un accompagnement d'auteurs qui sera en plusieurs phases sur l'année 2026 sur plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, et avec à l'arrivée 12 projets qui arriveront en France en décembre donc 2026 au CNC, et que l'on présentera à l'industrie française lors de ce qu'on appelle des rencontres de coproduction, donc où viennent des producteurs à la rencontre d'auteurs et de projets, et avec l'idée que voilà, de ces rencontres puissent émerger. Voilà. Sonia, vous, vers quel territoire vous vous tournez pour votre travail? Nous, on avait une passion pour la Corée. On a commencé par la Corée, le Japon, et puis là, on regarde de plus en plus le Vietnam, qui ont l'air d'être bien spécialisés sur les zombies. Notamment, il y a une bonne production, une bonne qualité de production autour des films de zombies. L'Indonésie, bien évidemment. La Thaïlande, exactement. On a à peine bouclé un film thaïlandais. Alors, pour le moment, et là aussi, c'était sur des rencontres lors de marchés, il n'y a pas encore de distributeurs thaï. C'est généralement des films qui sont des coproductions asiatiques, c'est-à-dire coréo-thaï, vietnamo-coréennes, etc., qui sont ensuite présentés ou distribués par des grands distributeurs déjà impliqués, déjà bien présents sur le marché international. Mais oui, Vietnam, Thaïlande. Donc ça va être disons, on va suivre les projets. Non, mais c'est intéressant en fait de voir aussi comme ces pays, ces dernières années, se sont de plus en plus unis aussi pour la création. Et en fait, c'est chouette de se rendre compte que les pays d'Asie du Sud-Est ont aussi misé sur la coopération dans la région. Pas forcément attendre de devoir forcément produire avec les pays européens pour exister et pour construire. Et du coup, je trouve que ça a permis à des auteurs de produire et de faire leurs films peut-être plus rapidement grâce à cette entraide et de leur donner une visibilité dans des festivals internationaux, et aujourd'hui plus facilement aussi pour des producteurs français de les découvrir. Mais il y a une vraie entraide régionale qui est vraiment très forte et qui est rassurante, parce qu'en fait, quand on se lance sur un projet en Asie du Sud-Est, c'est aussi très intéressant de travailler avec plusieurs pays pour aller chercher des financements dans différentes... Parce que travailler uniquement avec les Philippines, ça peut être parfois compliqué, mais si les Philippines s'est associé à Singapour ou à la Thaïlande, il y a d'autres possibilités qui permettent de réaliser les projets. Il y a une initiative dont on parle peu, mais qui est la FAN, et qui est en fait une association qui réunit les CNC ou les agences du film des pays de la région. L'idée là aussi, c'est que on est plus fort à plusieurs pour résister aux pressions, pour se battre pour des positions, et puis pour faire rayonner. Donc ça, c'est typiquement, ça fait partie des dispositifs qu'on accompagne au CNC financièrement, de manière modeste, mais parce que finalement c'est dans leur intérêt premier, mais c'est aussi dans notre intérêt toujours sous le prisme de la diversité. Hélas, beaucoup de ces cinéastes font des films en sachant qu'ils ne les sortiront jamais dans leur propre pays. Donc en fait, de créer ces coproductions, c'est aussi essayer de donner des chances à leurs films d'être vus dans d'autres pays. Donc évidemment, tous les cinéastes rêvent d'avoir leurs films qui sortent en France, parce que tout le monde sait, en tout cas en Asie du Sud-Est, ceux avec qui je parle, c'est vraiment... tout le monde sait que c'est en France qu'on peut sortir le plus facilement, en tout cas c'est la plus grande chance qu'on a de sortir un film en salle, et du coup beaucoup font des films vraiment, pas à la Thaïlande, mais là le film qu'on vient de coproduire avec la Malaisie, il ne pourra pas sortir en Malaisie, donc la productrice malaisienne s'est engagée sur le projet, elle a collaboré avec nous en étant complètement consciente du fait qu'elle ne montrera jamais son film dans son pays. Mais j'allais vous poser la question, parce que c'est un pays, la Malaisie, dont on a quelques œuvres vraiment qui nous arrivent par les plateformes, surtout du cinéma de genre, du cinéma d'action très bourrin, du cinéma d'horreur, là aussi sous férule musulmane, avec des exorcistes musulmans, des esprits, des possessions, etc. Quelques films d'auteurs qui arrivent à passer un peu entre les gouttes, mais ça a l'air compliqué, quoi. C'est une censure terrible en Malaisie.
C'est hyper dommage. Ça, pour le coup, c'était vraiment un sujet duquel on parlait il y a quelques semaines avec mes collègues. Parce que le cinéma malaisien, il y a vraiment eu une vague d'auteurs émergents. Ça devait être autour de 2005-2010, en gros. Et qui étaient extrêmement talentueux et qui tournaient énormément, en fait, dans les festivals du monde entier et qui ont gagné des prix. Et ces gens qui, pour certains, sont encore en activité, ont vraiment eu le sentiment d'avoir quelque part fait rayonner leur pays, mais d'avoir à aucun moment, jamais été accompagnés. Et ça, on sait qu'il y a une frustration et voilà, un sentiment de gâchis énorme parce que le potentiel était là et malgré le fait que ça fait rayonner, c'est un outil de soft power, ils n'ont jamais eu leur chance en fait. Moi, j'ai aussi observé quelques projets chinois, de Chine aussi, qui commencent à arriver sur le marché. Alors, ils subissent une censure beaucoup plus forte parce qu'ils n'ont pas le droit de montrer des fantômes, etc. Donc, ils essaient de faire des choses en contournant. Et bon, il faut suivre, à mon avis. Je pense qu'on pourra arriver à des belles choses prochainement. Mais c'est ce qui renforce ces récits, en fait, cette stratégie de l'évitement. Je sais pas si ça se dit l'évitement, mais c'est vraiment ce truc d'utiliser des métaphores, des récits alternatifs pour raconter des choses. C'est ce qui permet, en fait, aussi de façonner des récits aussi riches et aussi intelligents. Et la Chine, c'est pareil, c'est un gâchis énorme parce que de la même manière que pour la Malaisie, autour de 2005-2010, au début des années 2000, il y avait pareil une nouvelle génération d'auteurs, d'auteurs très indépendants, pas ceux qui allaient forcément à Cannes, et qui ont été brimés par les amendements, la nouvelle loi de cinéma qui a dû passer en 2014 ou 2015, et qui en fait appliquait un peu le même principe, à savoir toute sortie ou diffusion d'un film qui n'a pas eu la validation de la censure expose le cinéaste et par extension sa famille en fait. Et il y avait une certaine tolérance avant, donc il y avait des auteurs qui faisaient des films dont ils savaient qu'ils ne seraient pas diffusés en Chine ou dans des circuits de manière très indépendante. Mais aujourd'hui, ça a vraiment tué, ça a complètement annihilé en fait toute une génération de cinéastes. Donc on espère que ça reviendra, mais c'est quand même très très compliqué. Et même les générations d'avant, cinéastes comme Zhang Yimou maintenant se retrouvent essentiellement à faire de la propagande et des films complètement inintéressants. Les derniers sont horribles. Voilà. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de la Chine depuis le début, et c'est vrai que c'était assez étonnant, mais voilà. Et vous parlez du cinéma taïwanais, et j'ai l'impression, alors après on reste là sur le cinéma de genre, dans le cinéma de genre, le film d'horreur taïwanais est extrêmement virulent et contestataire, y compris et surtout contre la Chine en fait. Pour l'instant. Voilà. Il y a eu la question du. Il faut que je développe. C'était une remarque. Ouais. Après, sur le cinéma de genre taïwanais, ce qu'on observe, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a quand même cette habitude à Taïwan. Bon, en ayant observé de près, donc là c'est vraiment une remarque un peu pointue, mais il y a quand même une tendance à essayer de reproduire des succès commerciaux, et ça c'est vraiment un truc duquel il faut sortir, parce qu'en fait une fois qu'il y a eu un succès, déjà il n'est pas forcément reproductible, et puis surtout les temps de production font que les gens sont passés à autre chose, et les Taïwanais sont vraiment enfermés dans des cycles un peu de films de genre comme ça, d'horreur, parce qu'il y a eu des très gros succès au box-office, des succès un peu à l'export, et voilà, et donc c'est là où il y a vraiment un travail des producteurs à avoir une exigence plus grande que ce qu'elle a été ces dernières années, de sorte à pouvoir accéder à ces soutiens et puis ensuite à des marchés et ensuite à un meilleur export. Et pour la Chine, l'impression que j'en ai, c'est que c'est une production qui se replie complètement sur elle-même en fait. Il y a eu un gros mouvement en fait de coproduction internationale, notamment de films américains, avec des apparitions de comédiens chinois dans des grosses machines. Mais j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, même s'il y a encore des grosses coproductions avec Hollywood. Il y a eu quelques tentatives avec l'Inde, qui est l'autre grand territoire complètement autarcique. Mais voilà, ça reste. Parce qu'ils ne le souhaitent pas en fait, en vrai. Il y a un accord de coproduction entre la France et la Chine qui a dû être signé en 2011. Il ne s'est rien passé. Je veux dire, il y a eu 3 films, peut-être 4 ou 5. Ça n'a rien donné de très concluant. Après, l'enjeu pour la Chine, c'est vraiment avant tout un enjeu de marché. Après, effectivement, d'un point de vue de soutien à la création, c'est navrant qu'un aussi grand pays puisse pas, qu'on soit vraiment empêché. On ne sait pas par quel bout prendre les choses.
et puis le rapport avec les Américains, c'est pareil, c'est un rapport de force sur un nombre de quotas, quelques productions. Et puis il y a aussi un caractère très cyclique et imprévisible. C'est-à-dire que par exemple, moi je me souviens de cette histoire des studios de Qingdao qui avait été pas inauguré mais annoncé à grand renfort de stars hollywoodiennes. C'était un truc absolument incroyable. Bon, les studios, en fait, il n'y a jamais eu les écoles de cinéma, il n'y a jamais eu la ville cinéma que devait devenir Qingdao. On n'a jamais revu les stars hollywoodiennes. Et puis ça s'arrête, et puis un jour ça reprend. Comme dans le jeu vidéo, c'est pareil en fait. Donc là, le problème pour nous, la difficulté, c'est aussi le caractère assez imprévisible en fait de ces partenaires et du coup de ce partenariat. Bon, parlons entre nous depuis le début. Est-ce que tout le monde va bien déjà? Est-ce que vous avez des questions? Faut qu'il y ait la première qui se lance. Ah bah super. Moi je suis vosgien, je suis comédien sur Paris mais je suis originaire d'ici. Et j'avais 2 questions, ce sera peut-être plus orienté pour Aurélien mais avec plaisir d'avoir votre expertise dessus. La première c'était comment vous faites-vous en tant que membre du CNC, enfin avec vos collègues, pour promouvoir le cinéma, les entrées en salle, que ce soit en France ou avec vos partenaires coréens, tout en valorisant également les plateformes, puisque j'imagine que vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de financement qui viennent des plateformes, comme vous l'avez dit. Comment vous faites pour arbitrer ce non-choix entre les deux, promouvoir et le cinéma en salle et les plateformes, sachant que parfois l'un peut tuer l'autre ou peut y avoir une compétition entre les deux. Et la deuxième question, c'était sur la Corée, puisque j'ai beaucoup d'amis donc sur Paris qui travaillent dans la culture, qui sont coréens, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans la danse. On voit qu'il y a une très grosse communauté en France, coréenne. Quels sont les leviers, les outils que vous mettez en place pour rapprocher les deux pays en ce qui concerne le cinéma, notamment ce que vous disiez, est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce que vous, lorsque vous produisez des films, lorsque vous financez des films, est-ce qu'il y a des requis, des prérequis que vous imposez, comment ça marche en fait? Okay. Voilà, merci. Déjà, la salle, c'est le cœur du modèle français. Donc la salle, c'est vraiment ce qu'il nous faut préserver, c'est la bataille d'aujourd'hui. Après, on ne peut pas faire contre les plateformes. C'est-à-dire qu'on doit faire avec effectivement des habitudes qui changent, des pratiques qui changent, l'émergence de plateformes et d'acteurs aussi, une transformation aussi aux États-Unis d'un modèle qui reposait sur des studios de cinéma dont le métier était de faire des films de cinéma. Et aujourd'hui, en fait, tout le capital est aux mains de sociétés qui font avant tout de la tech. Donc ça change quand même un petit peu les enjeux et la dynamique. Donc l'enjeu, c'est de travailler avec les deux, en fait. Et donc on intervient sur un spectre extrêmement large. Ça va de l'éducation aux images, donc emmener des enfants de la maternelle jusqu'au lycée dans les salles et les équiper en fait d'outils pour avoir un regard critique, pour comprendre les œuvres, etc. et créer donc du coup des habitudes pour qu'ils continuent, que les générations futures continuent d'aller dans la salle. Et en même temps, côté plateforme, c'est des discussions et des négociations qui se renouvellent régulièrement. Là, on va réouvrir la directive dite SMA, qui est en gros, pour simple, la taxe Netflix, et qui en fait impose à ces plateformes, comme je l'évoquais plus tôt, de contribuer à la création. Après, ça marche très bien en fait, parce que finalement, elles s'y plient. Elles réalisent aussi que quelque part ça leur permet de performer, parce qu'en fait de ces investissements émergent des œuvres qui sont des succès en fait en France et à l'international, et donc finalement on reste sur un cercle vertueux où le succès des œuvres finance les œuvres à venir. Sur les liens avec la Corée, ça passe par des dispositifs divers. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'Académie France-Corée du cinéma. C'est un atelier qui se tient en France et en Corée. C'était à Cannes l'année dernière et à Busan. On trouve que Cannes, c'est pas une bonne idée, on va peut-être revenir à Paris. Mais en fait, l'enjeu, il n'est pas tant sur les projets que, encore une fois, créer du lien. Il y a une chose pour laquelle, pour le coup, je suis convaincu, que ce soit dans mon travail au CNC et mes fonctions précédentes, c'est que tout passe en fait par la création de canaux de communication et de liens, et qui vont perdurer et qui vont donner. C'est vraiment la friction, la rencontre, la friction, le contact qui va créer les opportunités. Donc c'est un dialogue aussi politique avec nos homologues, le COFIC, avec qui sont géniaux, on peut en parler la semaine dernière, qui sont vraiment, pour le coup, on est complètement alignés. C'est vraiment génial. C'est un partenaire
qu'on apprécie énormément. La Coca, c'est plus compliqué parce que c'est pas les mêmes enjeux. C'est vraiment la performance à l'international, c'est les ICC, donc c'est même pas le cinéma en fait. Donc ils ont les séries télé, mais pour nous ça nous embête un peu parce que du coup c'est des sujets qu'ils connaissent moins bien et qui traitent un peu, ils traitent la K-pop comme et les séries télé un peu de la même manière. Donc et voilà. Donc du coup typiquement nous les séries télé en vrai on est hyper intéressés. Enfin, le CNC c'est pas que le cinéma, hein, c'est le cinéma et l'imagerie. Donc c'est et du coup on voudrait faire plein de choses en vrai avec la Corée sur les séries télé, mais c'est un peu compliqué. On s'appuie sur des plateformes, par exemple il y a Sérimania, et ça c'est peut-être justement ce lien entre la France et les autres pays, il passe aussi par une chose qui est hyper importante, c'est qu'on a en France tous les plus grands festivals pour quasiment toutes les industries culturelles et créatives. Le plus grand festival de cinéma c'est Cannes, le plus grand festival de séries télé c'est Sérimania à Lille, le plus grand festival d'animation au monde c'est Annecy, pour la BD il y a Angoulême, ça c'est pas notre secteur, et du coup c'est des lieux de alors, j'aurais pas dû parler. Et du coup c'est des lieux de rencontre, il y a des marchés, mais c'est aussi là qu'on facilite. Et du coup à Cannes, typiquement là en ce moment on bosse sur les 14 000 rencontres bilatérales qu'on va organiser sur le pavillon du CNC, donc avec les Coréens, avec les Taïwanais, avec les Japonais. On va faire des rencontres de copro avec le Japon. On va faire il y a un dialogue en fait, et c'est un dialogue qui a pour but pas d'être dans la communication, parce que en fait les gens sont déjà convaincus, enfin qui nous aiment ou qui nous aiment pas. Enfin on va pas mais vraiment un dialogue qui va inspirer. C'est vraiment échanger en fait des bonnes pratiques et créer encore une fois, je pense que c'est vraiment là l'essentiel, l'opportunité d'un dialogue aussi entre les auteurs, les producteurs, les talents. C'est évident que ça passe par des rencontres humaines, parce que c'est s'engager dans un projet, c'est potentiellement passer 3 ans, 4 ans, 5 ans avec une équipe. Donc quand il y a eu déjà une première rencontre humaine, et moi c'est toujours sur les marchés des festivals que j'ai rencontré les gens avec qui j'ai travaillé, parce qu'en fait à distance c'est quasi impossible. Il y a tellement de différentes manières, différentes expériences dans la production, différentes façons de faire. Il y a une énorme différence dans la temporalité aussi. Travailler avec des Coréens ou des Japonais, c'est vraiment... il y a une temporalité qui n'est pas la même. En France, on a l'habitude de prendre notre temps, de faire les choses sur la longueur, alors qu'en Corée, par exemple, il faut que les choses aillent vite. Donc d'avoir eu des liens humains dans des événements, dans des lieux, c'est la clé absolue pour une collaboration, une coproduction réussie. Très brièvement, la première réponse, c'est vraiment le site du CNC, parce que pour le coup, il y a vraiment toutes les infos, tout est bien expliqué. Et après, il y a à chaque fois, sur chaque page, pour chaque dispositif, un contact. Et de fait, je ne dis pas ça pour faire comme si... de fait, les gens sont vraiment disponibles. Ils répondent, ça peut prendre un peu de temps, mais ils répondent. Ils vont pas faire des calls de 45 minutes à chaque fois, mais je veux dire, ça dépend de l'étape du projet. Et après, effectivement... Pour une jeune cinéaste, je pense que l'endroit où ça se passe, c'est dans les festivals. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les marchés, les rencontres de copro, et à la marge, il y a généralement des ateliers où on explique comment ça fonctionne, etc. Et très vite, en fait, il faut un producteur, parce que c'est le job du producteur quand on va aller chercher les aides. C'est pas ce que j'allais dire, elle ne pourra pas avoir des aides. C'était totalement autofinancé, donc elle l'a produit pour le festival de Busan du court-métrage. Et donc là-dessus, je pense que, comme vous le disiez, elle était très pressée. Je ne sais pas si c'est la culture qui est comme ça, mais très pressée de le sortir. Et donc, elle n'a pas eu accès à des financements ou à ce genre d'expertise. De toute façon, elle n'aurait pas pu avoir les aides sans producteur. C'est qu'en fait, les seules aides où les auteurs sont éligibles, et là c'est hyper important que ça aille à l'auteur et pas au producteur, c'est les aides au concept et en gros aux premières phases du développement, parce que c'est de l'écriture. Et là, l'argent doit vraiment aller à quelqu'un qui doit pouvoir libérer un peu de temps. Et payer une babysitter, faire un job à mi-temps pour se concentrer sur le projet. Parce qu'il a besoin d'acheter. C'est vraiment dès qu'on passe cette étape-là du concept, il faut vraiment un producteur, et c'est le job du producteur d'accompagner à la fois sur l'évolution du projet et sur aller chercher les aides, et aussi au-delà de ça, à quels ateliers participer, tout ce travail d'accompagnement. Merci beaucoup. Pour revenir un petit peu sur l'exception culturelle française et de son système de financement, on n'a pas parlé de chronologie des médias. J'aurais bien aimé savoir un petit peu comment est-ce que ça s'articulait dans toutes ces relations bilatérales avec ces pays. Est-ce que d'une certaine manière, certains pays veulent s'en inspirer
pour d'une certaine manière préserver la salle. Est-ce qu'au contraire ça peut être un frein pour certaines distributions, vu qu'on ne va pas avoir les mêmes modalités de sortie que ce soit en France ou dans d'autres pays? Je pense surtout à des productions un peu plus confidentielles qui finalement zappent la salle pour finir sur des plateformes. Voilà, comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que c'est vraiment une considération à prendre en compte sur les enjeux dont vous vous occupez? Alors oui, parce qu'on croit encore une fois qu'au cœur de tout, il y a la salle et que la chronologie des médias vise à préserver la salle de cinéma. On aimerait que nos interlocuteurs nous disent c'est vraiment cool la chrono des médias, comment est-ce qu'on fait pour la... Mais en fait, souvent, ils ne savent pas qu'on a une chronologie des médias. Il y en a dans beaucoup de pays, mais c'est avec des fenêtres beaucoup plus courtes. Et par ailleurs, nous, on n'a pas de prise. C'est-à-dire que quand on leur dit, quand on leur parle de l'enjeu fondamental, en fait, à préserver cette fenêtre dédiée à la salle, dédiée aux médias physiques, voilà, la vidéo s'effondre, mais c'était aussi ça, c'est préserver les éditeurs de DVD, etc. Ils nous écoutent, ils nous entendent, mais il est quand même rare qu'il y ait... voilà, on pourrait partager cette expertise, mais en réalité, elle n'est pas vraiment. Et il y a des pays, encore une fois, faut pas compter sur les États-Unis pour nous soutenir dans cette voie-là. Ouais, est-ce que même ils font tout ce qu'ils peuvent pour la contrecarrer. Il y a eu quelques petites filouteries du côté des cinémas indiens de Bollywood qui ont essayé de gruger en passant par les plateformes justement. J'ai entendu des trucs que je devrais peut-être pas répéter pour pas que les gens soient dans la merde. Il y a eu des tentatives de filouterie, ouais. De passer des versions qui seraient des director's cut, qui sont en fait juste des versions où on a enlevé une scène en disant non, mais c'est pas la même chose que la sortie salle. Mais ça s'est vu, a priori, ça s'est vu. Pour donner un exemple qui parlera un peu aux gens et faire comprendre en fait, la pression immense qui est invisible en fait, mais qui s'exerce sur nous. Disney+, par exemple, n'était pas du tout satisfait de sa fenêtre. Je ne sais plus à combien de mois ils étaient, mais c'était un peu tard. Et ils estimaient qu'au regard de leur investissement dans la création française, c'était pas juste, quoi. Ils voulaient être plus tôt. Et ça, en fait, c'est des discussions qui ne sont pas avec le CNC. C'est des discussions entre les plateformes et les organisations professionnelles qui, en fait, au nom de l'industrie dans son ensemble, vont négocier au cas par cas avec les plateformes. Disney+, ils ont dit, très bien, en fait, nous, on n'est pas contents. Et en fait, il se passe quoi si le Pixar ou le Disney de fin d'année, on sortait sur notre plateforme directement? Et en fait, ça, c'est une menace qui, de fait, pas à prendre en compte, mais c'est une pression énorme, parce qu'en fait, de fait, ces films font des millions, énormément d'entrées, contribuent du coup à la création, et si on retire ça, en fait, ça fragilise les cinémas, qui sont déjà extrêmement fragilisés, et donc voilà, c'est quand même très compliqué, hein. C'est un rapport de force qui est inégal. On est très très bien équipés. Moi je suis impressionné chaque jour par mes collègues de la direction financière et juridique qui sont vraiment des tronches et qui font face donc à des studios, mais c'est très compliqué. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait vu la sortie de Godzilla Minus One, donc en collaboration avec le Japon, qui cette fois-ci avait utilisé un dispositif un peu particulier, si je ne me trompe pas, de sortie sur 24-48 heures sur X écrans, puis sur les plateformes en quasi simultané. Et ce genre de dérogation à la chronologie des médias, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vraiment prendre de la puissance? Moi, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de sorties avec ce mode-là ces dernières années. Mais d'une certaine manière, il y a un dispositif qui a l'air un peu fui ou ignoré par les grands acteurs tels que Netflix ou Apple TV+, qui n'ont pas l'air du tout de s'en emparer. Je pense à Frankenstein, qui est sorti à peu près dans toute l'Europe au cinéma, sauf en France. Rien à voir, mais je pars un peu sur autre chose. Là pour le coup, je suis pas. Il faudrait que ce soit mes collègues qui répondent, parce que c'est vraiment une autre partie du CNC. Je crois que c'est pas vraiment un visa d'exploitation. En fait, c'est plus sur des événements. Sur une séance événementielle, et ils ont eu un visa à mon avis exceptionnel. Et ça, c'est effectivement dommage pour le public qui ne demande pour ces films qu'à les voir sur le grand écran, ce qui est probablement la meilleure manière de les voir, mais ça c'est quand il n'y a pas un distributeur qui se sent en capacité de prendre le risque de faire une sortie, parce que ça coûte de l'argent, c'est extrêmement compétitif. Il y a quand même une offre en France aussi d'œuvres, chaque semaine une vingtaine de films, donc pour certains distributeurs qui sont fragiles, c'est moins risqué de faire une sortie directe sur plateforme et puis d'organiser quelques projections exceptionnelles, événementielles.
Et c'est même de l'argent assez garanti, justement. Il y a eu beaucoup de films de genre qui sont sortis l'an dernier comme sur ce modèle-là. Il y a eu le film Good Boy, il y a eu Joysticks, Grafted. Ça se fait de plus en plus. Je ne sais pas à quel point ça va perdurer, mais... C'était à propos de l'histoire de coproduction franco et asiatique dont on disait que parfois certaines sonnaient artificielles et qu'il fallait les éviter. Justement, qu'est-ce qui est mis en place pour qu'on évite le risque d'imposer accidentellement des procédés scénaristiques, un imaginaire, une cinématographie mise en scène occidentale française à des réalisateurs de pays asiatiques? Je tiens à préciser que c'était moi qui faisais du mauvais esprit, mais personne n'est mis dans la sauce à ce niveau-là. Non, pardon. Alors, je ne sais pas ce qui est mis en place. Après, je parlerais plutôt de méthodologie. Je pense que chaque producteur a sa manière de travailler et d'approcher la coproduction internationale. Quand on va chercher l'aide au cinéma du monde, qui est la plus importante aide de financement pour le cinéma étranger, il y a quand même un projet à défendre. Il y a une plénière, on défend face à un jury qui est un jury principalement composé de réalisateurs, de producteurs, de distributeurs, de critiques de cinéma. Et en fait, on doit, au-delà de défendre le projet et le scénario, on défend quand même des projets qui sont déjà très avancés dans l'écriture, dans le développement. On doit expliquer comment est-ce que cette coproduction va se mettre en place, quel va être le rôle de la coproduction, quel membre artistique, technicien, d'artiste français va participer au projet. Donc, on doit vraiment présenter tout le projet et prouver qu'on va le porter et défendre la vision, encore une fois, de l'auteur, parce que tout passe par cette vision qu'il faut faire éclore et qu'il faut protéger. Donc on a des gens à convaincre avant de se lancer dans la production. Et une fois que les financements sont acquis, c'est ce rôle-là justement, et les challenges qui viennent avec, c'est de réussir à maintenir et à protéger jusqu'à l'aboutissement du projet. En prenant en compte qu'il y a beaucoup de différences, il y a différentes langues, différentes cultures, différentes manières de voir les choses, le monde, différentes manières de prendre les commentaires, de faire des commentaires. Donc c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'échanges. Et je sais pas si quelque chose est mis en œuvre, mais en tout cas, je pense qu'il suffit de passer par une mauvaise expérience pour apprendre de ses erreurs. Et voilà, là, le projet sur lequel on a travaillé, il y avait 5 langues différentes. L'anglais n'était pas une langue commune, puisque le casting ne parlait pas anglais, le réalisateur ne parlait pas anglais. Donc c'est des milliards de Zoom qui durent 5 heures avec la traduction. Prendre le temps de réfléchir chaque décision, de s'assurer que le réalisateur est toujours en accord avec ce qui se fait, ce qui avance. S'assurer aussi de trouver des équipes françaises qui vont dans cette démarche-là aussi de respect et d'écoute, des gens qui ont l'habitude de travailler aussi sur des projets comme ça. Donc c'est encore cette histoire de réseau, en fait, à partir du moment où on trouve un monteur qui aime travailler, collaborer avec des réalisateurs étrangers, forcément on va essayer de s'entourer d'équipes qui vont vers ça et qui s'intéressent aux histoires du monde, à d'autres visions, à d'autres manières de raconter des récits. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ma question portait sur la distribution de certains films en France. Je peux penser à des films asiatiques. Récemment, on a vu Shadow's Edge ou les derniers Soi Chiang, par exemple, qui ont souvent des distributions qui sont assez limitées, qui vont rester que quelques semaines dans quelques salles et dans des grandes villes. Et même d'autres cinémas, comme les cinémas indiens aussi, qui ont ces problèmes-là en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains leviers, certaines actions qui peuvent être menées, qui doivent peut-être être menées, afin de pouvoir permettre peut-être plus de monde d'avoir accès à ces cinémas-là quand ils ne vont pas être directement bazardés sur plateforme entre deux arrivages? Alors certes une petite plateforme bien niche, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui ce qui drive toute
cette activité, ça reste malheureusement l'économie, tout ça doit être rentable, tout ça doit être à l'équilibre. Donc aujourd'hui, avec le changement d'usage tout simplement, avec les difficultés qu'on a dans cette industrie, eh bien, les distributeurs, plutôt que de... ils font attention avant de s'engager sur une sortie salle avec beaucoup de copies, sachant que les gens, surtout après le Covid, ne vont plus au cinéma comme avant, même si en France, on est quand même bien préservé, on a quand même des chiffres qui tiennent encore, comparé à d'autres pays d'Europe d'ailleurs. C'est pour ça que parfois le recours à la plateforme, au service de streaming, c'est peut-être un moyen de faire exister le film, justement, si cette plateforme est active, travaille le film, le met en avant, le fait exister, pas uniquement dans une plateforme où il va finir au fond d'un catalogue et on le verra jamais. Et c'est nous ce qu'on essaie de faire, du moins. Alors on ne prétend pas remplacer la salle, on est avant tout tous des cinéphiles complètement convaincus, mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a vraiment un changement d'usage, l'industrie, l'économie est difficile, donc c'est une façon de faire résister le genre en le traitant de façon très spécifique, et c'est un petit peu notre mission chez Insomnia. Voilà. Puis il ne faut pas oublier que c'est un énorme risque aussi pour les distributeurs que de se lancer dans une grande sortie comme ça.